La sortie des vidéos est assez irrégulière. Si tu ne veux pas les louper, je t'invite donc à t'abonner et à activer les notifications. Par ailleurs, si tu veux laisser un pouce bleu, vas-y, c'est excellent pour le référencement des vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonious Money. Dans les années 40, milieu des années 1940, les Américains viennent sur le continent européen pour la Seconde Guerre mondiale. C'est les renforts, bref, tout le monde sait ça, c'est l'histoire. Mais ils apportent pas que leurs tronches et leurs armes avec eux, ils apportent également du chewing-gum, certaines marques de cigarettes, mais aussi et surtout le rock'n'roll, en fait. Ça, c'est très très important dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Ils apportent le rock'n'roll avec eux, et les Anglais vont un petit peu se l'approprier. Donc, fin des années 40, début des années 50, bon, ça va être vraiment la dominance du rock américain, avec des musiciens comme Jerry Lewis, Elvis Presley, Little Richard, même Ray Charles, tout ça va tout être vraiment, c'est vraiment les Américains qui dominent ça. Néanmoins, à la fin des années 50, les Anglais vont commencer à avoir plein de petits groupes aussi, chacun de leur côté, et c'est un petit peu aussi, comment dire, la fin du rock'n'roll à proprement parler, mais on va commencer à avoir du rock en fait, fin des années 50, début des années 60, avec au début des groupes comme les Beatles en 59, il me semble, et les Rolling Stones en 60 ou 61, je me souviens plus exactement. C'est vraiment les deux points de naissance du rock britannique. Et donc après, ça va donner naissance à énormément de groupes qui vont émerger et qui vont enregistrer plein d'albums, hein. Il y a une discographie infinie, si vous voulez, dans genre, je mettrai quelques trucs dans la description de la vidéo. Ils enregistrent beaucoup d'albums et il y a toujours besoin de musiciens. Il y a un musicien en particulier, un guitariste, qui est très très prisé des studios parce qu'il est très bon, en fait, tout simplement, et on l'appelle un petit peu partout à Londres et autour pour enregistrer les parties de guitare des albums de plein de groupes, de plein de musiciens différents. Ce musicien, il s'appelle Jimmy Page. En 1966, il intègre un groupe qui s'appelle The Yardbirds. C'est un groupe un petit peu mythique de l'histoire du rock, on va pas se mentir, non pas pour les morceaux qu'ils ont faits, mais pour les gens qui y sont passés, en fait. Même s'il y a des morceaux super importants, bref. Donc déjà Jimmy Page, mais également Jeff Beck, qui est considéré comme un des meilleurs guitaristes de tous les temps, ou encore Eric Clapton, qui est vraiment considéré comme un des tops du top, en fait. Les Yardbirds, ça marche très bien, beaucoup de concerts, beaucoup de dates, beaucoup d'enregistrements, bref, c'est nickel. Mais en 1968, ils sont en tournée, ils ont beaucoup de dates à honorer, mais les Yardbirds tombent un petit peu en miettes, en fait, et même complètement, en fait. Mais il ne reste que Jimmy Page et le manager Peter Grant, qui va se mettre tout de suite à chercher des musiciens pour honorer les dates restantes, en fait. Donc Peter Grant va passer des annonces partout. Il y a un mec qui connaît déjà bien Jimmy Page, c'est un monsieur qui s'appelle John Paul Jones. Il est bassiste, claviériste, arrangeur, et donc il le contacte, il est super enchanté par l'idée. Il rejoint les Yardbirds, en fait, pour compléter le groupe qui est tombé en miettes, parce qu'il y a toujours les dates à honorer. Puis il cherche un chanteur. Jimmy Page se souvient d'un chanteur qui s'appelle Robert Plant. Robert Plant avait déjà fait les premières parties de Jimmy Page. Et donc du coup, il le contacte, machin, blabla, ça se fait. Il intègre. Et Robert Plant lui-même pense à un batteur, en fait, qu'il connaît un petit peu. C'est un batteur qui est plein d'énergie, plein de ressources, et il s'appelle John Bonham. John Bonham, au début, refusera de rejoindre les Yardbirds. Puis au final, Peter Grant sort le carnet de chèques et il dit bon d'accord, à ce moment-là, il accepte. Cette nouvelle formation s'appellera The New Yardbirds, parce que ce sont les nouveaux Yardbirds. Ils font leur première répétition en août 1968, et c'est là les types se rendent compte que ça va bien marcher entre eux. Il y a une sorte d'alchimie qui se met en place, ils se rendent compte que ils symbiosent parfaitement, en fait, musicalement parlant, et j'imagine qu'ils devaient très bien s'entendre aussi, et heureusement, vu tout ce qu'ils ont traversé ensemble. On fait un petit flashback. En 1966, Jimmy Page, donc le guitariste du groupe, n'était pas encore dans les Yardbirds, mais il jouait dans une session studio, en fait, pour enregistrer un album avec d'autres musiciens. Et il évoque l'idée de faire son propre groupe, en fait. Personne n'est trop chaud, ils sont pas trop d'accord, machin. Et le batteur qui était présent à ce moment-là, qui s'appelle Keith Moon, c'est le batteur des Who, lui dit que son idée c'est complètement con, et que s'il le fait, son groupe va s'écraser comme un ballon de plomb, ballon dans le sens dirigeable. En anglais, ça se dit lead Zeppelin. Je vous en dis pas plus, enfin si j'en dis plus, mais vous avez compris quoi. 2 ans plus tard, en 1968, Jimmy Page sourit à l'idée de cette anecdote. On virera le A pour garder le LED. En fait, lead c'est L-E-A-D, et on virera le A pour faire LED, et donc on aura Led Zeppelin, qui donnera son tout premier concert en novembre 1968 au Danemark. Oui, au Danemark. Ça se passe assez bien, et 2 mois plus tard, sortira le tout premier album du groupe, Led Zeppelin, ou Led Zeppelin 1. L'album sort, seulement 30 heures d'enregistrement, ça a été du rush, ils ont dû prendre beaucoup de drogue, je pense, à ce moment-là. Quoique, c'était peut-être pas trop encore le... On en reparle. Ça cartonne, tout le monde adore cet album, ça les propulse vraiment sur le devant de la scène. Robert Plant. Il devient très célèbre très vite, en fait, pour son jeu de scène unique au monde,
Quand on voit des gens faire ça, en fait, ils font du Robert Plant. C'est des mouvements ultra sexuels et à la fois des mouvements très efféminés, très sexualisés, des cris suraigus. Il fait l'amour à tout ce qui bouge, il fait l'amour à l'ambiance, en fait, un peu Robert Plant. Donc vous allez me dire, oui, Elvis le faisait déjà, on l'a censuré à la télé, blablabla, blablabla. Faut le voir de ses yeux. Les influences blues et folk du premier album les suivront un petit peu tout au long de leur carrière, et viendront se nourrir d'autres choses, d'autres influences. Bref, comme je le disais, donc les concerts s'enchaînent, et le 12 octobre de la même année 1969, les mecs n'ont pas chômé, ils sortent leur deuxième album, qui s'appelle Led Zeppelin 2. Led Zeppelin 2, donc, est dans les bacs fin d'année 1969, et avec cet album, le groupe sera les meilleurs vendeurs de disques de toute la décennie. Voilà, il y a rien à rajouter, ils ont fait ça, c'est tout, c'est des tueurs, les mecs, voilà, bref. L'album Led Zeppelin 2 comporte les super tubes, à savoir, par exemple, Whole Lotta Love. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Qui est, je pense, le deuxième, sinon le premier morceau le plus connu de Led Zeppelin. On le voit partout, dans toutes les pubs, toutes les émissions, partout. C'est un morceau génial en même temps. Mais aussi des morceaux comme Rumble On. Sometimes I grow so tired. But I know about one thing I got to do. Rumble on. Now the time is now. Ou Moby Dick, qui est connu pour son énorme solo de batterie de l'enfer. Un an plus tard, 1970, octobre 1970, bonjour enchanté, sort leur troisième album appelé Led Zeppelin 3. J'aurais pu faire 3 comme ça. Led Zeppelin 3, donc, dont le premier titre sera Immigrant Song. Qui est un morceau également extrêmement célèbre. Je vous tire un petit peu les morceaux les plus connus des albums, parce que, pour vous repérer un petit peu, mais je vous suggère vraiment d'aller écouter les albums entiers. Led Zeppelin a sorti des albums très courts, en fait, enfin très courts. C'est jamais des albums de 5 heures, quoi, je veux dire. De toute façon, ça s'écoute assez vite, assez bien, et ça vous fera très très bien une idée de la différence de style qu'il y a entre les albums, parce que c'est vraiment marqué, hein. C'est vraiment très très marqué, et c'est très intéressant à voir comment ça a évolué sur une aussi courte période de temps. Ils ont sorti une dizaine d'albums, enfin 8 albums studio en tout cas, en 4 ou 5 ans. En 1970, Led Zeppelin devient vraiment la légende du rock et rentre aussi parfaitement dans ce cliché de la légende du rock, hein, les chambres d'hôtel complètement défoncées, beaucoup trop de drogue, beaucoup trop d'alcool, les groupies, le sexe, le rock'n'roll, la totale, les excès, les abus. C'est vraiment les rockstars absolus dans les années 70 avec toute la mentalité qui allait avec, en fait. 1971, donc 2 ans après leur premier album, hein, je reviens sur ce que je disais, donc les 4 premiers albums sont sortis en 2 ans seulement. Donc Led Zeppelin 4, c'est génial de faire... Donc Led Zeppelin 4 qui sort donc en 1971, c'est l'album le plus célèbre du groupe, hein, c'est aussi celui qui se sera le mieux vendu. Donc là c'est des morceaux comme Stairway to Heaven, Going to California, il me semble que c'est Led Zeppelin 4 aussi. When the Levee Breaks, qui est un morceau génialissime, je trouve. Oui, si, petite anecdote sympa. Beaucoup de morceaux de Led Zeppelin, en fait, n'étaient pas des compositions de eux. Ils ont repris beaucoup de morceaux du blues américain, du folk américain même d'ailleurs, en fait. Des morceaux très très vieux, sur des vieux enregistrements, enfin des trucs, et ils les refaisaient un peu à leur sauce. C'est un projet qu'on a pu voir quelques années plus tard avec le groupe Van Halen. Bon, ils reprenaient pas les trucs aussi vieux, mais Van Halen a repris des morceaux comme Pretty Woman, par exemple, de Roy Orbison, ou You Really Got Me, des Kings. Enfin, il y en a eu plein. Bref, on en reparlera une autre fois. Led Zeppelin 4, donc l'album le plus vendu. Sur la pochette, il y a rien. Il y a pas le nom, il y a rien du tout, il y a rien d'écrit, et juste sur le dos, il y a les 4 symboles. Et donc le fait qu'il y ait rien d'écrit, ça va faire un album un petit peu mystérieux. Donc c'est le plus vendu, mais aussi le plus mystérieux. Et pour cet album, ils seront accusés d'être mystiques, satanistes. On saura pas trop ce que c'est. Après, il y a aussi tout un délire, hein, début des années 70. C'est aussi l'émergence enfin une réémergence
un gros kiff pour l'heroic fantasy. Hein. L'album est très inspiré pour certains morceaux des textes de Tolkien, entre autres. Donjons et Dragons, ça apparaît dans les années 70, tout ça, le côté un peu jeu de rôle, fantasy, les héros, les quêtes, le trésor, machin. C'est vraiment tout un délire, ça, dans les années 70, donc c'est aussi pour ça, qu'on dira, ouais, vous êtes chelou. Et puis je sais pas si vous avez entendu aussi, il y a une espèce de polémique, comme quoi, si on passe Stairway to Heaven à l'envers, on entend des phrases sataniques, machin. Je pense que c'est un peu de la couille. Enfin bon, à vous d'en juger, moi j'y crois pas. On va accélérer un petit peu, parce que là maintenant on va se rapprocher en fait de la fin de Led Zeppelin, hein, 1973, l'album House of the Holy. 1975, c'est Physical Graffiti. Alors oui, en 1973, Led Zeppelin donnera pour la première fois, hein, au bout de 5 ans d'existence, un nom à un album, avec House of the Holy, justement, qui ne sera d'ailleurs pas, il me semble, le nom d'un morceau qui est dans l'album. Mais c'est le nom d'un morceau qui est dans un autre album, il me semble que c'est dans Physical Graffiti. Donc House of the Holy, vous pouvez bien sûr écouter le morceau D'Ire Maker, qui est extraordinaire, très inspiré de rythmes qui sont pas du tout rock. Enfin, c'est un peu particulier, là, on part un peu dans le délire, dans d'autres choses. Physical Graffiti, donc c'est un album un petit peu plus long, 2 parties, qui comporte le super méga tube Cashmere, hein. Allez écouter. Je mettrai en lien une playlist YouTube par exemple, parce que YouTube au moins je sais que tout le monde a, il y a pas besoin d'abonnement, tout le monde y a accès. Une playlist YouTube que je ferai moi-même avec des morceaux chronologiquement rangés pour voir un petit peu l'évolution de Led Zeppelin. Donc, 1975, malgré la sortie de Physical Graffiti qui est un excellent album de Led Zeppelin, va commencer à marquer en fait la fin du groupe. En 75, Robert Plant, donc le chanteur du groupe, va avoir un accident de voiture avec sa femme et il va vraiment passer à 2 doigts de mourir. Il passera plusieurs mois en fauteuil roulant et ça sera une grande pause forcée pour le groupe Led Zeppelin, donc qui pourra faire ni concert ni enregistrer d'album, en fait ils pourront rien faire pendant ce temps-là, pendant plusieurs mois, et ils reviendront sur le marché entre guillemets qu'en 1976, donc quasiment un an plus tard. Néanmoins, pendant ce temps-là, pendant leur absence, il s'est passé beaucoup de choses en fait sur la planète, et des groupes ont émergé avec un nouveau rock, vraiment le hard en fait, vraiment avec le hard rock qui est sorti. Donc des groupes comme Scorpion, comme AC/DC, quoi d'autre, Kiss même aussi, et en Angleterre donc des groupes qui vont émerger côté un peu plus punk rock avec The Clash, les Ramones ou les Sex Pistols. La scène est envahie donc d'un rock nouveau, mais Led Zeppelin est encore là et a envie de prouver qu'il est encore là. Et en 1976 donc ils sortent leur 6e album, c'est l'album Presence. Et ce n'est pas tout, ils sortent le truc qui est impératif d'écouter. Même si vous aimez pas Led Zeppelin, écoutez ça vraiment, j'y tiens. C'est très très important et très très bien. Ils sortent un DVD. Et un album qui y est lié. L'album, vous pouvez le trouver sur les plateformes de streaming musical, ça vous intéresse. Les deux, l'album et le DVD live, s'appelle The Song Remains the Same. It's just called The Song Remains the Same. C'est vraiment le truc, donc vous allez trouver tous les plus grands hits de Led Zeppelin dans des versions nouvelles, comme vous les avez jamais entendues. Pour moi, il y a la meilleure version de Stairway to Heaven dans cet album. Donc vraiment, allez écouter ça, c'est extraordinaire comme truc. Et effectivement, Led Zeppelin prouve qu'il est encore là grâce à ses sorties, donc l'album et le DVD et l'album live. Et en 1977, grosse tournée aux États-Unis, plus d'une 50aine de dates, mais malheureusement, 2e coup dur pour le groupe. La tournée est interrompue quand Robert Plant, à nouveau le chanteur du groupe, apprendra la mort de son fils Karak, alors âgé de 6 ans. Ce n'est qu'en 1979 que Led Zeppelin se décide à monter à nouveau sur scène lors du festival de Knobworth. Les gens sont très contents, les gens sont très très contents de revoir Led Zeppelin, et il y a une telle demande de place en fait qu'ils sont obligés de faire une 2e date au sein du même festival pour satisfaire tout le monde en fait. En plus de ça, le 20 avril de la même année, donc 1979, sortira leur dernier album studio prévu pour être en tant que tel en fait, leur dernier album Into the Outdoor, c'est imprononçable.
In Through the Outdoor. Mais cet album, là, c'est vraiment clairement la fin. Enfin, on est vraiment sur la fin de Led Zeppelin. Jimmy Page, le guitariste, est extrêmement accro à l'héroïne. Et c'est John Paul Jones, le cerveau du groupe, qui, en fait, marque vraiment l'album de sa patte plus que Jimmy Page. Parce que, il était dans l'incapacité de faire ça correctement. Et si vous écoutez les albums solo, donc, qui ont suivi la fin de Led Zeppelin de John Paul Jones, donc John Paul Jones, je le rappelle, c'était le bassiste, clavieriste et arrangeur du groupe. Et si vous écoutez ça, vous allez voir un petit peu le style, c'est très proche en fait de l'album In Through the Outdoor. Putain, et je me fais le reprononcer en plus. En 1980, John Bonham, dit Bonzo, était très connu pour être un gros buveur, un gros fêtard. C'était l'énervé, c'était lui, l'âme rock, l'âme sauvage du groupe, c'était John Bonham, le batteur. Le 25 septembre 1980, ils font une grosse soirée, et à ce que l'on dit, il a bu 40 shooters de vodka en 4 heures. Et il a tué lui, déjà, il s'est tué avec ça, il est mort. Dans son sommeil, il a vomi dans lui. Et il a tué le groupe Led Zeppelin également, qui ne s'en remettra pas. En décembre 1980, ils font un communiqué de presse. Nous tenons à vous faire savoir que la perte de notre cher ami et le profond sens de l'harmonie indivisible que nous ressentons, nous-mêmes et notre manager, nous ont conduit à décider que nous ne pouvions plus continuer comme nous étions. Donc, ils décident d'arrêter Led Zeppelin. En 1982, néanmoins, sortira un album posthume, donc constitué de plein de morceaux inédits, des sessions live, même certaines sessions studio qui étaient peut-être pas vraiment faites pour être des morceaux. Tout ça c'est consigné dans l'album qui s'appelle Coda. Donc en 82, et c'est le dernier album vraiment Led Zeppelin qui sortira. Donc ils ont fait 9 albums en tout, enfin 8 albums. Ils ont fait 8 albums, mais 9 albums sont sortis, sans compter les albums live, bien sûr. Après Led Zeppelin, donc ils vont rejouer un petit peu ensemble à certaines occasions. Ils font leur carrière solo en fait, chacun fait un peu son truc. Des fois il y en a un qui va aller jouer avec un autre pour un projet, ou même les trois ensemble des fois. En 1985, pour ceux qui ont vu le film sur Queen, récemment sorti au cinéma, on en parlera d'ailleurs sur une vidéo sur Queen un jour. Mais pour ceux qui ont vu ce film, à la fin, ça se termine au Live Aid. En 1985, les Zeppelin y étaient, avec le fils de John Bonham, donc Jason Bonham, qui était à la batterie. Et apparemment, c'était pas ouf. Clairement, c'était pas... Voilà. Et c'était plus qu'ils l'ont dit, l'harmonie indivisible, elle était fatiguée, la vieille. Donc plus la folie Led Zeppelin. Mais leur carrière solo, ça a assez bien marché. John Paul Jones joue encore. Et il me semble que Jimmy Page aussi. Robert Plant, il est dans un sale état, clairement. Robert Plant, il kiffe pas la vie en ce moment. Enfin, peut-être, mais beaucoup de déceptions. Ils rejouent ensemble en 88 aussi pour les 40 ans de Atlantic Records, chez qui ils ont signé pour la première fois. 2007-2009, ils ont refait un peu des dates ensemble. C'était une sorte de reconstruction de Led Zeppelin, mais bon, ils sont vieux, quoi. C'est pas ouf du tout. Et au final, plus rien. Là, tout le monde pense un petit peu. En fait, depuis qu'ils sont séparés en 80, tout le monde attend en fait un jour où ils vont tous se remettre ensemble. Mais pour moi, ça arrivera jamais. Et je pense que c'est très bien comme ça. Déjà parce que les mecs sont super vieux en fait, ils vont mourir à un moment quand même. Ces mecs sont nés dans les années 40, début des années 40. Mais on trouve quand même des compiles posthumes, des live unplugged aussi. Il y a eu un live unplugged de Robert Plant, Jimmy Page, uniquement tous les deux, qui ont repris certains morceaux. C'est un album sympa, vous pouvez aller l'écouter. Je vous mettrai le nom de toute façon dans la description, je mettrai le nom et les dates de tous les albums, les musiciens, je mettrai des infos comme ça pour ceux qui veulent retourner voir ou qui veulent un peu des références. Puis je crois que j'ai à peu près terminé pour Led Zeppelin, donc c'était vraiment un aspect historique, on n'est pas rentré dans la musique, on n'est pas rentré dans des détails autres, j'ai vraiment fait juste l'historique du groupe en fait du début à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails donc sur certains morceaux, si vous voulez la prochaine fois on prend un morceau de Led Zeppelin et on le défonce, on le décortique. On voit pourquoi ce morceau, qu'est-ce qu'il a de particulier. J'adore faire ça, donc ça sera avec plaisir. Vous n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je le répète, si vous l'avez pas fait au début, petit pouce bleu, petit abonnement, voilà, c'est cool.